à tous et bienvenue chez nous. Je reçois aujourd'hui quelqu'un de très spécial, mon voisin, Christian Bégin, qui a réussi à se trouver une heure pour nous rencontrer et vous rencontrer aussi, surtout. Alors, disons que j'avais pas beaucoup de choix, car si je ne l'avais pas invité, je me serais fait disputer sérieusement par tous ses admirateurs dans la région. Je vais pas compétitionner tes entrevues à Il y a du monde à la messe parce que j'ai pas autant de recherchistes en arrière. Non. Et je vais pas non plus essayer de refaire les étapes de ta grande, longue et fructueuse carrière. J'aimerais ça qu'on parle surtout de ton rapport au Kamouraska. Oui. Comment s'est faite ta rencontre avec le Kamouraska et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie surtout, tu sais? Oui. Ça a changé beaucoup de choses. Ça remonte à... En fait, mon premier contact avec le Kamouraska remonte à quand mon fils a environ 5 ans. On se dirige en voyage avec sa mère et moi, en famille. On se dirige vers la Gaspésie et on arrête au camping de la Sebka. À la dernière minute, puis ça, c'est il y a donc... 25 ans environ. Donc, il n'y avait pas encore l'affluence qu'il y avait encore dans le Kamouraska. C'était pas encore la destination que c'est devenu, en fait. Oui. Alors, on s'est trouvé un terrain à la dernière minute, sur le bord des battures, les terrains qui longent la batture. Et on a été saisis par la beauté du paysage. Et on a décidé de changer notre plan de vacances pour rester là, finalement. On n'est pas allé en Gaspésie, on était trop bien là où on était. Et ça a été mon premier contact assez foudroyant avec ce paysage-là, avec ce territoire-là. Si bien qu'on est revenu pendant quelques années, pendant quelques étés. On est venu pendant 3-4 étés après pour passer une partie de nos vacances là, toujours à la Sebka, toujours sur le même terrain qu'on réservait à l'avance. Et ça a été le premier contact, mais après ça, il y a eu un long hiatus qui m'amène en 2007. Et en 2007, je fais une émission de Curieux Bégin ici, dans le Kamouraska. Et je rencontre la gang de la Camarine, feu restaurant, qui est malheureusement mort puis qui a pris en feu après même pas un an d'exercice. Qui était sur le site du Relais. Oui. Qui était précisément le motel-restaurant tenu par Luc Généreux qu'on a que vous avez rencontré déjà, exactement. Là, je rencontre des gens qui vont devenir des amis, qui vont être très importants dans le fait que je vis maintenant pas assez souvent, mais ici. Je vais mourir ici, mais là, je vis pas encore assez. Je rencontre Perle et Kim, Perle Morancy, Kim Côté. Je rencontre Élodie et Martin, qui ont maintenant la tête d'allumette. Perle et Kim qui ont maintenant le côté S, et Marie-Ève qui est devenue mon amoureuse pendant 3 ans presque. Et là, à la suite de cette émission-là, où je reprends contact avec le Kamouraska, puis je dis un peu comme on dit, je voudrais un château en Espagne. Je dis, si jamais un jour vous voyez une maison à vendre, dites-le moi, j'aimerais ça éventuellement m'acheter une maison ici, parce que je suis encore saisi par quelque chose que je ne m'explique pas. Moi qui ne suis pas très mystique, il y a quelque chose qui visiblement m'attire ici, je ne sais pas quoi. Et un jour, Marie-Ève, alors qu'on n'est pas encore des amoureux, m'appelle et elle me dit, il y a une maison à vendre sur le rang de la montagne à Plourde, tu devrais venir voir la maison. Je m'y rends, je viens ici. La maison n'est pas du tout ce qu'elle est présentement. C'est une maison qui n'a pas beaucoup de charme à l'époque, qui a été rénovée dans les années 70, un peu avec la volonté des gens de la ruralité d'avoir accès à la modernité urbaine. Fait que c'est comme s'ils avaient un peu désarmé la maison. C'est du prolard, de la mélamine. Il n'y a rien qui... Il n'y a rien... Ouais, il n'y a rien du préfini, tout ça. Il n'y a rien qui me saisit, mais bizarrement, lorsque j'arrive au bout du rang, je sens que je suis arrivé chez moi. Et j'ai acheté la maison en 24 heures. Ça n'a pas été long. Ça a pris 24 heures pour acheter la maison. J'ai même pas avisé mon fils ni mon ex-femme de ce move-là. J'ai pris cette décision-là tout seul, sans en parler. Puis Dieu sait qu'au départ, les gens me disaient « Mais t'es fou!
Quoi? Tu es à 4 heures de Montréal, ton travail est à 4 heures. Tu viendras jamais ici. Quelle idée d'imbécile heureux. Bon, aujourd'hui, l'histoire veut que les gens comprennent pourquoi j'y suis puis ce que la maison est devenue. Et ça a changé beaucoup ma vie, en fait. Mon contact avec le Kamouraska m'a connecté au rapport avec le territoire, m'a connecté au rapport avec les gens, les producteurs, les productrices, les maraîchers, les maraîchères. La communauté aussi de jeunes qui fourmillent ici, de plus en plus d'ailleurs. Je t'ai rencontré toi. Ça a été une rencontre déterminante dans ma vie aussi. Je te connaissais déjà de réputation, mais tu sais, on s'était jamais... C'était quand même un drôle de hasard que je déménage ici. Je fais le choix à 3 maisons de toi, tu sais, alors que je te vouais une grande admiration déjà à l'époque pour ton engagement puis ta réflexion par rapport au territoire, justement, à l'agriculture, beaucoup. J'ai trouvé ici une espèce de lieu dans lequel je me projette, que j'arrive pas à investir autant que je voudrais investir, mais dans lequel je me projette et qui demeure un lieu comme de... Je sais que ça existe. Même si je suis pris dans le tourbillon de ma vie, je sais que ça existe, puis que c'est là, que ça m'attend, probablement que ça m'attend. C'est une maison qui vit beaucoup aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui y viennent. Je la prête beaucoup parce que je trouve qu'une maison, ça doit vivre. Puis quand je viens ici, tu vois, tantôt, je m'en venais, là, je conduisais pour venir à ta rencontre, puis déjà, à l'apocatière, les épaules commencent à me baisser. Tu sais, quand le fleuve apparaît, tout à coup, je fais « OK, on arrive à la maison », puis c'est comme si déjà, il y a quelque chose qui s'opère. J'appelle ça le voir loin, là. Ça a changé de quoi aussi? Je viens d'un gars de la ville, mon regard est toujours arrêté, alors qu'ici, je vois loin. Tu as beaucoup donné au Kamouraska, tu as beaucoup mis en valeur les gens d'ici. On a tous profité de ta notoriété, tu nous as aussi fait profiter de tout ça. Donc, tu as beaucoup donné au Kamouraska, mais qu'est-ce que nous autres, on t'a donné? Bien, la possibilité d'avoir ce lieu-là, en fait, c'est-à-dire, d'abord, vous m'avez donné une communauté autre, une deuxième famille, une deuxième communauté. Le Kamouraska m'a donné la connaissance de ce que c'est plus profondément la ruralité, la vie en région. Moi, je ne connaissais pas ça du tout. Je suis vraiment une bête urbaine. Je suis né à Montréal, dans les raffineries de Montréal. Puis le Kamouraska m'a donné la possibilité, moi, je dis toujours qu'on a 1000 vies dans une vie, puis cette communauté-là, que j'appelle ma tribu kamouraskoise, là, constituée de plein de monde, ici, l'autre bord, Clotilde, Pell, Kim aussi, d'une certaine façon, que je vois moins, mais qui reste très présent. Et c'est comme construire une autre communauté aussi, une deuxième famille, disons. Mais tout ça me donne la possibilité d'entrevoir éventuellement une autre façon de mener ma vie, mettons, puis une connaissance plus grande du territoire, du rythme ici, de qu'est-ce que c'est que vivre ici. Oui, je dirais c'est ça. Ça a évolué quand même beaucoup, là, au cours des années depuis le tout début de ton aventure ici, là, oui. Le Kamouraska a évolué beaucoup, les jeunes ont évolué beaucoup. Oui. Qu'est-ce que tu aurais à dire à tous ces gens qui, encore plus nombreux même que jamais là, actuellement, oui. Veulent s'amener en campagne et s'installer pour y vivre? C'est plus ce que c'était il y a 20 ans, là, non, mais par rapport à ce que tu vois maintenant, tu leur dirais quoi? Ben d'abord, bienvenue, parce que je trouve que c'est niaiseux, mais non, c'est pas niaiseux, c'est pas vrai, je retire ça. Mais je crois qu'en ce moment, le projet collectif autour duquel on pourrait se rallier maintenant, parce qu'il n'y en a plus vraiment de projet commun, ça va passer par l'occupation du territoire, je crois. Et on sent en ce moment, dans une certaine génération, le désir d'aller à la rencontre du territoire, de sortir des villes puis d'aller investir le territoire de façon différente. Puis on le voit dans plusieurs régions, de Bas-Saint-Laurent particulièrement, c'est très, très, très puissant.
Il y a beaucoup de jeunes qui débarquent ici, qui partent toutes sortes d'entreprises. Tu vas rencontrer Elim, qui est un de ces jeunes-là qui a ramené du monde ici, qui rameute du monde ici. Fait que la première affaire que je dirais, c'est bienvenue. Puis la deuxième affaire, c'est... Puis ça, c'est quelque chose que je me reproche à moi aussi. C'est-à-dire que de ne pas venir seulement en touriste, mais de venir c'est-à-dire de venir d'abord en observateur, prendre la mesure de ce qui se passe ici, de prendre le pouls des gens, puis d'accepter aussi de... Bien sûr, on arrive avec une histoire, puis un bagage, puis des réalités. Ces jeunes-là, ils ont vécu souvent à l'extérieur, dans les grandes villes, ils viennent ici. Puis ça demande une certaine humilité, je trouve, arriver en région. Fait que je dirais de prendre le temps d'écouter, de regarder, puis de se laisser imprégner par comment les choses se vivent, à quel rythme, respecter ce qui est venu avant de vouloir tout changer, mettons. Puis en même temps, j'embrasse ce changement-là parce que les régions, comme la vie est en mutation, puis les régions aussi sont en mutation, puis il faut que les régions acceptent de se laisser transformer aussi par l'arrivée de gens qui font des choses différemment. Mais il y a comme une espèce de... C'est comme des gens qui se croisent, qui se rencontrent. Ça prend un temps d'observation, puis de laisser monter le désir, puis de se regarder avant de se pitcher d'un bras l'un de l'autre. Fait qu'il y aurait ça, prendre le temps aussi d'aller à la rencontre des gens de la région. Un peu dans le sillon de Daniel Pinard, oui. Tu t'es trouvé à être un peu celui qui a pris la relève chez les artistes, chez les gens connus dans les médias, pour faire le lien entre l'alimentation et les campagnes, la production locale, oui. Les jeunes producteurs, etc. Tu es devenu un peu maintenant le porte-parole de ce mouvement-là qui cesse pas de grandir. Fait que là, j'ai une grosse question là-dessus. Oui. J'ai envie de te faire le coup de la question en 2 volets. Ah ouais, vas-y. Serre-moi ma propre médecine. Où est-ce qu'on en est dans ce grand projet-là d'une alimentation de qualité enracinée dans le territoire au Québec en ce moment? Ça, c'est le premier volet. Puis le deuxième, c'est est-ce qu'on risque pas actuellement que ça reste un trip de bourgeois urbains, qui ont de l'argent? Je comprends ce que tu veux dire, oui. Allons-y vers l'état des choses, l'état des lieux. C'est dur pour moi de dresser l'état des lieux devant toi parce que c'est une réflexion que tu as depuis de nombreuses années. Puis bien que c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup, puis pour lequel je suis capable de te répondre, mais en même temps, je peux juste constater que c'est grandissant, que pour moi, c'est pas seulement un effet de mode. Je pense que c'est une tendance lourde, c'est-à-dire que en plus, l'effet pandémique la pandémie nous a révélé à nos vulnérabilités aussi, puis à combien on dépend des autres, beaucoup. Et je pense que ça a été comme une espèce de sonnette d'alarme pour bien des gens, ce qui fait que j'ai l'impression qu'il y a une réelle réflexion qui s'opère sur la nécessité, en fait. Tu sais, quand tantôt je parlais d'un projet commun duquel on a absolument on a besoin de ça, puis on ne sait plus où le trouver, ce projet-là qui pourrait rallier plus de monde. Quand je disais que ça va passer par l'occupation du territoire, ça va aussi passer par l'autonomie alimentaire, par des communautés. Par des communautés qui se nourrissent. Sont plus autonomes Absolument. À tout point de vue. Oui, des communautés qui se nourrissent. Puis ça, on voit que ça essaime de plus en plus, tu sais, puis je pense seulement, mettons, à ce qui se passe, mettons, à la ferme 40 arpents avec Isabelle puis son chum, qui est maintenant conseiller municipal. En plus, on sent qu'il y a toute une génération qui prend ça de tout bord, tout côté, cette espèce d'occupation de ce territoire-là,
Puis, tu sais, ce qui se passe à 40 arpents, mettons, pour moi, c'est un modèle parce que ça rallie la communauté. Puis, c'est pas seulement les bourgeois urbains qui vont acheter la viande du 40 arpents, c'est d'abord et avant tout les gens de la communauté. Même si c'est à fort prix parce que ça coûte ça. Bien sûr que ça coûte de l'argent parce qu'il y a du travail, puis ça aussi, ça nous permet de nous reconnecter sur qu'est-ce qu'il y a derrière une côtelette de porc. Il y a du travail, tu sais. Et maintenant, de voir que la communauté accepte de payer le prix que ça coûte, puis qu'on veuille d'abord et avant tout rendre cette viande-là accessible à la communauté avant de la vendre. Même ici, au Jardin du Bedeau, on n'arrive même pas à en avoir parce que c'est la communauté qui a pris ça en charge puis qui a fait, nous autres, on veut ça, ce modèle-là. Bien, moi, je me dis, effectivement, il y a peut-être une partie de ça qui pourrait être accaparée par une jeunesse plus en moyen, mais en même temps, c'est pas ça que je vois non plus, tu sais. Si je pense mettons, au potager Saint-Denis de Gabi puis Isabelle, Chris, c'est pas excusez-moi, c'est pas des bourgeois, c'est des jeunes qui ont choisi de faire ça puis qui travaillent fort en tabarouette. Fait qu'au-delà de l'effet de mode puis du fantasme pastoral dont on a longtemps parlé, toi et moi, puis il y a quelque chose qui, pour moi, grandit, existe. Ben, il est. Moi, c'est pas une question de jugement que je porte là-dessus. Non, du tout. C'est qu'il est l'effet, cette marginalité-là qui demeure très souvent, elle est le fait des lois actuellement et des politiques agricoles. Il n'y a aucun doute, tu sais, où tous les soutiens sérieux sont réservés à l'agriculture de production intensive, agrochimique. Alors, ces gens-là sont réduits à être marginaux. Bien sûr. Et donc à fonctionner avec des moyens réduits, puis à vendre à des prix peut-être plus élevés que ce serait s'ils pouvaient un vrai soutien. Rendre ça plus accessible. Bien sûr. Mais le danger, il est là à cause de ça, parce qu'on maintient ce réseau-là dans la marginalité. Dans la marginalité. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis entre les intentions ou les vœux pieux prononcés par ceux qui nous gouvernent par rapport à ça, puis comment ça se traduit dans la réalité. Tu sais, avec Colombe Saint-Pierre et Donald Dubé, qui a la ferme Vermouton à Saint-Flavien, on a formé un groupe qui s'appelle Goûtez-nous, qui est une espèce de plateforme de réflexion sur l'autonomie alimentaire. Puis on se rend compte que, tu sais, on a eu des rencontres avec le ministre, nous, on l'a rencontré, M. Lamontagne, puis tout ça. Colombe, c'est un combat qui apporte, tu sais, avec Manger notre Saint-Laurent aussi, puis tout ça. On se rend compte qu'au-delà des volontés exprimées, il y a encore tout un chemin à faire pour vraiment soutenir ces gens-là. Ah oui, tout à fait. Si je pense à Chasse-Marie, qui est en train de développer une expertise qui n'existe nulle part au Québec, de la conserverie, la transformation ici au Québec, ça aussi, ça va faire partie de la démarche de l'autonomie alimentaire transformée ici. Mais ils n'arrêtent pas d'avoir des bâtons dans les roues, Chasse-Marie, parce que justement, on les marginalise, on les soutient pas, ou si peu. Fait que ça prend encore beaucoup de batailleurs, en fait. Ça fait 40 ans que tu sais, il y a des gens qui montent au front, année après année, et on est toujours au même point. On avance à pas de tortue, mais en même temps, on avance à pas de tortue, mais en même temps, je pense qu'on peut parler d'une mini-révolution agricole quand même. Tu sais. Moi, j'ai jamais vu tant de jeunes. Là. Je veux dire, juste dans le Kamouraska, je pense qu'on est au-delà. Corrige-moi si je me trompe, mais je pense qu'il y a presque 30 petites entreprises maraîchères dans la région du Kamouraska. Puis ils arrivent quand même à vivre. Fait que, il y a une réelle demande, il y a une possibilité d'en vivre. Mais effectivement, tu vois, Clotilde, cette année, elle a fermé. Ouais. Elle a dit, je suis épuisée. Elle est morte. Puis elle a à peine 40 ans, même pas. Puis elle fait, moi, je suis plus capable de porter ça à bout de bras cette année. J'en fais plus parce que je vais mourir, tu sais, de fatigue. Beaucoup d'entre eux arrivent à survivre en ayant des travailleurs woofers. Oui, c'est ça, exactement. Des parents qui viennent aider, parce que s'ils devaient payer plein salaire, ça serait impossible. Ils boucleraient pas. C'est là qu'il faut faire attention, sans doute, de pas faire un fantasme. Oui, c'est ça. C'est que ça existe, mais ça existe dans l'adversité, en fait. Mais malgré l'adversité,
il y a encore des jeunes qui choisissent de faire ça malgré l'adversité. Et ça, moi, ça me réjouit, puis ça m'attriste de voir à quel point ils travaillent dans l'adversité. Et malgré tout, avec tellement de passion puis tellement de conviction, que je me dis, il va finir par se passer de quoi. Le monde artistique, et dans les médias en particulier, c'est un monde de représentation, beaucoup de paroles, d'introspection. Celui du monde rural est beaucoup plus terre-à-terre, hein? Oui. C'est le cas de le dire. On est moins dans le dire que dans le faire en campagne. Tu sais, c'est sûr, le test, c'est la réalité. L'efficacité. Tu sais. Oui. Alors, toi qui as un don exceptionnel pour la parole, Oui. comment tu vis cette dichotomie-là, ville-campagne, parole-enracinement? C'est mon grand paradoxe, je te dirais, parce que force m'est de constater qu'au-delà de tout ce que je dis, il y a quand même quelque chose qui n'est pas accompli par rapport à à ce moi idéalisé-là, mettons. Il y a toujours chez moi une bataille constante entre celui qui veut ralentir, qui veut s'enraciner, qui s'est fait une maison ici, puis celui qui est emporté aussi par le métier que je pratique, puis par le fait que je peux aussi, par la parole, être un acteur agissant. C'est-à-dire que je sens que par la parole, je peux être un acteur agissant complètement. T'as un pouvoir de parole incroyable, démesuré quasiment. Tu sais, mais en même temps, ça me confronte au fait que, tu sais, quand on dit qu'il faut que les bottines suivent les babines, bien, à un moment donné, je fais oui, mais concrètement, mettons, comment je m'inscris concrètement mettons, juste dans le Kamouraska, au-delà d'en parler puis d'en être le porte-parole ou pas le porte-parole, j'aime pas ça, mais l'ambassadeur, mettons. Tu sais, on a souvent dit que tu es un bon ambassadeur pour le Kamouraska. Oui, ça me fait plaisir, puis c'est vrai que j'en parle avec passion, amour, sincérité. Mais il y a toujours chez moi cette impression-là, pas d'imposture parce que je le fais avec sincérité, mais de paradoxe entre, oui, tout ça, mais mon Dieu, si tu calcules le temps cette année où j'ai été à la maison, tu le sais, t'en es témoin, j'y suis jamais. C'est douloureux. Oui. Puis ça, pour moi, c'est une déchirure constante. Parce qu'à chaque fois que j'arrive ici, mon Dieu, tu vois, j'en parle, je suis émotif parce que je suis fatigué, mais à chaque fois que j'arrive, je fais, mon Dieu, comment ça se fait que je me prive de ça? Mais en même temps, je suis galvanisé par ce que je fais, parce que j'aime mon métier. Fait que c'est une bataille constante entre Mais alors, pourquoi tu avais besoin d'ajouter une tournée solo si t'as déjà tout ça? Parce que, comme tu parlais où tu peux t'exprimer déjà. Mais tu parlais d'un être de parole. Mais justement, j'ai 59 ans. Puis comme artiste, un artiste est aussi quelqu'un qui va être un témoin du monde dans lequel il vit. Alors, je me suis dit, est-ce que moi, je suis encore en écho avec le monde dans lequel je vis? Est-ce que ce que j'ai à dire résonne encore? Comme individu, là, comme artiste qui prend la parole devant des gens. Et c'était ça, c'est pour ça que j'étais allé faire un show solo. C'était pour vérifier, j'ai-tu encore quelque chose à dire? Et ce que j'ai à dire est-il encore intéressant? Ou ce spectacle-là sera-t-il la preuve qu'il est temps pour moi de me taire? Et là, jusqu'à présent, on me dit, ben non, finalement, malgré mes 59 ans bien sonnés, bien, semble-t-il que cette réflexion-là que je porte sur le monde est encore en résonance, puis parle pas seulement aux gens de mes générations, mais semble vouloir rejoindre d'autres personnes, parce qu'il y a toujours chez un artiste, tu le sais, t'écris aussi, tu t'arrêtes pas d'écrire, tu n'arrêtes pas de vouloir toi aussi être un témoin du monde à ta façon. Moi, ça passe par un autre canal, mais je vais toujours avoir besoin de voir si je suis encore en écho ou en adéquation avec le monde dans lequel je vis. Puis le jour où je me rendrai compte qu'il y a un fossé trop grand entre ma perception du monde puis ma façon de le réfléchir, puis comment c'est reçu, bien, ça sera l'occasion de dire... Sans révéler le fond des choses, c'est quoi l'essentiel de ce que tu veux nous dire durant cette tournée-là? En fait, ce spectacle-là, c'est l'histoire d'un gars qui regarde le monde aller puis qui se dit « Suis-je le seul à avoir l'impression que j'ai
pas tous les outils pour suivre la vitesse de la POC. Tu sais. Moi, je pense qu'on est soumis en ce moment, on vit dans un monde où on est soumis à une vitesse de changement qu'on ne peut pas métaboliser. C'est-à-dire que ça va trop vite. Et pas seulement... Puis là, je me disais, c'est parce que je suis vieux que j'arrive pas à métaboliser ça? Mais non, ces inconforts-là sont transgénérationnels parce qu'en ce moment, la vitesse des changements auxquels on est soumis, elle n'est pas normale. Ça va trop vite. Puis ces changements de paradigme-là, appelés par toutes sortes de monde, plus personne a les outils nécessaires. Surtout que personne ne laisse le temps à personne de digérer quoi que ce soit. Fait que, puis c'est de ça dont je parle dans ce show-là. C'est comme, moi, je suis l'incarnation, là, c'est vraiment la prémisse de base du show, c'est, je ne révèle rien, là, c'est, je suis un quinquagénaire blanc, hétérosexuel, cisgenre privilégié. Je suis l'incarnation de tout ce qui devrait se taire en ce moment. Si on regarde la mouvance du temps, je suis vraiment l'incarnation de tout ce qui devrait se taire. Alors, je vais prendre le pari de voir si j'ai quand même quelque chose à dire, puis si vous êtes capable d'entendre ça. Et c'est-tu juste moi, Colin, qui a l'impression que ça va trop vite? Et ma réflexion est là-dessus pendant le show, c'est qu'est-ce qui crée tous ces inconforts-là? Et suis-je le seul à être si inconfortable devant tous ces changements? On va attendre d'aller le voir, parce que là, on est rendu au bout de notre temps. Hey! C'est vrai, je parle beaucoup, hein, tu vois. Bon. C'est comme ça. Est-ce que tu as eu le temps de faire le tour? Ah, ben oui, on pourrait continuer longtemps, okay, c'est sûr. Oui. Alors, pour nous autres, ça va être la semaine prochaine. La semaine prochaine, on aura un autre invité. Pas un invité mystère, mais un invité mystérieux. Alors, soyez là.